Moi, en tant que citoyen, le 3 août, ça exprime l'expression de l'indépendance. Parce que c'est 3 août, c'est ce jour-là qu'on a eu l'indépendance, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'est l'indépendance. Donc on a retrouvé la liberté. C'est bien. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Le 3 août, d'abord, moi je vois que c'est d'abord un grand jour, parce que c'est dans ces jours-là que le Niger a requis donc son indépendance. Mais je vais d'abord dire que les Nigériens doivent changer d'esprit. Cette indépendance qu'on a eue avec beaucoup d'efforts et qu'aujourd'hui on a tendance, on dirait qu'on perd encore cette indépendance. Et si on voit donc ce qui se passe autour de nous, comme champs politiques et autres, les villes mortes et tout ça là, moi je vois que les gens doivent changer d'esprit et se mettre au travail, avoir la vraie indépendance. Chaque année, on célèbre la fête du 3 août pour un peu éveiller les souvenirs du 3 août 1960 avec le fait Diori Hamani, qui est le père de l'indépendance du Niger. La fête du 3 août, c'est une fête d'une grande importance pour moi. C'est une fête nationale et nous devrons vraiment nous réjouir de cette occasion pour faire comme à l'accoutumée, planter des arbres, parce que nous sommes dans un pays sahélien où le désert ne fait qu'avancer chaque année. Parce que sans vraiment l'écologie, la vie n'aura pas de sens. Voilà, sans l'écologie, la vie n'aurait pas de sens. Notre dernier interlocuteur fait bien de le souligner, car le 3 août, on l'a dit, c'est également la fête de l'arbre. À ce propos, d'ailleurs, nous avons rencontré le président du parti des écologistes, les Verts du Niger. Adamou Garba est président du RSV Niima. Il estime que les efforts en matière de reboisement au Niger restent encore insuffisants. Malgré tout ce qui a été entrepris, nous devrons reconnaître que les efforts sont nettement insuffisants. Les résultats sont en deçà de nos espoirs. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que la ceinture verte que vous voyez là derrière moi était un exemple cité non seulement dans la sous-région, même au niveau africain, des réalisations de plantations réussies d'arbres. Aujourd'hui, vous voyez ce qui reste de la ceinture verte, le sort qui lui a été réservé est vraiment dramatique. Nous pensons qu'il y a énormément de choses à faire et réellement il manque de véritable politique de lutte contre la désertification. Lorsque nous voulons encourager le reboisement, nous devrons parallèlement harmoniser toutes les actions politiques tendant à faire en sorte que les arbres plantés puissent réussir d'une part, mais également à baisser la pression sur la nature, sur l'environnement. Il y a quelques jours de cela que le prix du gaz a été augmenté de près de 2000 francs et cela est un très très mauvais signe pour la lutte contre la désertification dans la mesure où beaucoup de gens qui étaient au gaz et qui consommaient une moyenne de 6 000 francs par mois, ce qui équivaut à peu près à 6 000 francs de bois également, vont obligatoirement passer au bois et délaisser le gaz parce que le gaz est devenu extrêmement cher. Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter, pour garantir ou bien pour sauvegarder cet environnement? Bien, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est la responsabilité des nouvelles autorités municipales, donc élues en 2004, de prendre le dossier en main. Cette ceinture verte que vous voyez qui est complètement saccagée, délabrée et totalement menacée, nous pensons que des nouvelles mesures doivent être prises par ces nouvelles autorités pour non seulement restaurer la ceinture verte, mais également l'aménager dans le sens où elle peut servir utilement aux populations de la ville de Niamey. On peut créer des cadres beaucoup plus agréables pour la population, pour des sorties récréatives, pour faire du sport pour les jeunes, pour les moins jeunes, et permettre à la population de vivre en harmonie avec ce cadre qui a été déjà conçu et aménagé depuis des décennies et des décennies
pour que véritablement la ceinture verte puisse non seulement jouer son rôle de ceinture verte protectrice de la ville de Niamey, mais également servir de cadre récréatif pour les jeunes et l'ensemble de la population. Vous voyez, c'est transformé en dépotoir, en décharge publique. Les pneus qui sont là, qui sont brûlés de manière régulière, il n'y a aucune disposition prise pour créer un cadre législatif, un cadre réglementaire permettant au moins d'assainir cette ceinture verte-là et de créer les meilleures conditions de l'entretien et de la viabilisation, si je peux dire, de l'environnement global. Nous pensons que ceci est de la responsabilité des nouvelles autorités, comme je l'ai dit, communales, et que la population aussi doit être sensibilisée par rapport aux décharges qui sont là, qui une fois de plus également est du ressort de la commune. Il appartient à la commune de créer une décharge municipale en dehors de la ville de Niamey, à environ 5 ou 10 km de la ville, où toutes les ordures de la ville doivent être déportées là-bas et traitées et recyclées par les spécialistes de la question. Mais également, je dirais que l'occupation anarchique de ces lieux doit interpeller tous les Nigériens. Nous voyons que des habitations sont en train de fleurir à travers la ceinture verte, en matériaux non seulement semi-définitifs, parfois même en presque définitifs. Et nous pensons que le statut de la ceinture doit être posé clairement à ces nouvelles autorités pour qu'on sache qui sont les nouveaux occupants de ces lieux et dans quelles conditions ceux-ci doivent partir. Il est vrai que déjà nous avons entendu la réaction des autorités qui ont demandé le déguerpissement d'une partie de la population qui vit dans cette ceinture verte. Je pense qu'il y a lieu de retourner leur reposer la question pour savoir comment est-ce qu'ils ont pris des nouvelles dispositions pour que l'objectif qu'ils visent soit atteint. Voilà, Ablaye Bankoula, c'est vrai que beaucoup a été fait au Niger en matière de reboisement, même s'il reste encore des choses à faire. On a en définitive l'impression finalement que toutes les politiques en matière de reboisement dans notre pays sont un éternel recommencement. Oui, un éternel recommencement. Parce que je voudrais quand même, avant de répondre à votre question, essayer de remettre une certaine vérité à César. Vous savez, la fête de l'arbre, elle a été prononcée depuis 1937. En 1936, après la mission d'Aubreville, qui a constaté un dessèchement du fleuve Niger, un dessèchement de tout le Sahel, avait attiré à l'époque coloniale l'attention des dirigeants de l'époque. Et c'est ainsi que, dès 1937, un arrêté instituait la fête de l'arbre dans les colonies du Niger. Et c'était les élèves des écoles primaires qui avaient la tâche et la mission d'accomplir ces plantations d'arbres. Une autre vérité, le RDA en 1964-65, parce que vous savez que de 60 à 65, notre agriculture était florissante. À 65, les prémices de la sécheresse déjà ont commencé à se faire sentir. Le ministre de l'économie rural de l'époque, M. Maïda Mahmoudou, à la fête du 3 août 1964, disait, je cite, « C'est aujourd'hui la fête de l'arbre que nous avons fait volontairement figurer en tête des manifestations de notre fête nationale. Pour la première fois, nous avons voulu associer symboliquement ces deux éléments pour mieux vous faire pénétrer la portée de cet acte. Et je dois remercier le président de la République qui a tenu à y participer personnellement, montrant ainsi, malgré ses nombreuses tâches, l'importance qu'il attache à ce patrimoine très peu connu que sont l'arbre
et la forêt, souci de vie, de richesse et de bien-être. Donc les arbres ont été longtemps plantés. Seulement, il faut dissocier l'indépendance de l'arbre. Si l'arbre, comme l'a dit un penseur, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile, la fête de l'arbre doit être considérée comme une victoire contre l'environnement. Elle fait partie également d'une victoire économique, mais elle ne doit pas se dissocier de l'indépendance qui est un tout. Nous avons vu aujourd'hui, quand nous faisons le bilan, quand vous prenez l'axe qui part de la poste jusqu'au niveau de la gendarmerie, quand vous prenez l'axe qui part du grand marché jusqu'à la 6e, quand vous prenez de la 6e, vous prenez l'axe qui revient jusqu'au ministère du Développement rural, quand vous prenez tous ces axes de l'ancien Niamey, vous voyez bien que ce sont les axes les plus verts de ce pays. Et l'arbre qui était de rigueur à l'époque, c'était le Nîmes. Et ce Nîmes profitait de 550 mm d'eau. Donc, on ne peut pas se tromper. L'autre effort, c'est un effort dû au président Kounché qui, à l'époque, disait qu'on ne distribuait chaque carré à un agent ou les maisons de l'État qu'on voulait céder aux agents que s'il y avait un arbre à l'intérieur. Et c'est ainsi que Niamey s'est reverdi, puisque les plantations dans les maisons, nous voyons là apparaître le Gmelina, nous voyons là apparaître le Terminalia, etc., des essences d'après 1974. Aujourd'hui, la ville de Niamey, elle est reverdie. Avant Niamey, tu ne peux pas compter plus de 50 pieds d'arbres dans tout Niamey. Il n'y a que ce qu'on appelle Sédia, que tu retrouves un peu parsemé dans les quartiers, ou l'arbre là qu'on appelle Faré. C'est tout. Tu peux faire 1 kilomètre de Niamey sans trouver un arbre où tu peux te reposer sous l'arbre. Aujourd'hui, quand tu regardes la ville de Niamey, elle est verte. De cet effort effectué depuis le président Kounché, je crois que ceux qui font la route Agué-Tessawa vont voir les efforts soldés en bien d'un des premiers prix de 1979. Vous allez voir que sur cette route, il y a des arbres. Vous verrez également, avant d'arriver à Maradi, des arbres qui ont servi de brisement. Mais après ça, déjà en 1974, près de 18 milliards de nos francs étaient consacrés à l'environnement. En 1988, il passait à 56 milliards. Certes, au niveau de la sous-région, le Niger reste le pays le plus doté en matière de recherche, le plus doté en matière d'expérience sur l'environnement. Mais il est le moins qu'il a appliqué. Aujourd'hui, que ce soit au niveau agricole, au niveau forestier, au niveau des ressources phytogénétiques, je vous apprends que toutes les prospections, aussi bien sur le mil, le sorgho, le riz, au niveau de l'hypogène, le Niger en faisait partie. Au niveau des arbres, nous avons eu 13 provenances d'acacia au niveau de la recherche. Aujourd'hui, cet acacia, c'est lui qui est utilisé pour la gomme arabique. Les roneraies. Mais malgré ce patrimoine scientifique et cet ensemble de connaissances dont nous disposons, ce patrimoine, disais-je, quand on regarde le bilan, il fait peur. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? On a les meilleures études, mais en termes d'application, les choses ne suivent jamais. Je vous dis tout à l'heure, quand je vous parlais de cela, j'étais sorti ingénieur en 1972 et je devais m'occuper du projet 3e à Zender. Le projet 3e était basé sur les terroirs Bouzou. Et en matière d'environnement, l'un des premiers aspects de développement, c'était le GAO, le CAD. À cette époque déjà, au niveau de l'IRAT, un grand patrimoine de recherche existait parce que le Sénégal a travaillé beaucoup sur cet arbre-là.
Badjikiri que je devrais rejoindre 2 ans après, travailler sur les CSDRS. Quand vous prenez la vallée de Badjikiri de Ilela à Kaura en passant par Tambas, Rokuzum, Raha, vous allez voir les travaux qui ont été faits en matière de CSDRS. Quand nous revenons encore très près avec le projet Keita, nous allons voir tous les travaux qui ont été là à Keita, parce qu'il s'agissait d'Italiens, parce qu'il s'agissait de la FAO, parce qu'il s'agissait également, au niveau de Keita, il faut le dire, ces populations de l'ADER, jusqu'aux femmes, s'étaient réellement engagées pour combattre jour après jour de la roche et ramener l'environnement tel qu'il était il y a de cela 60 ans. Des travaux également dans la région de Difa, pour notre lutte de l'unité. Vous avez vu, plein de travaux ont été faits en matière de défense des sols pour empêcher l'ensablement de la route. Les grands projets, le PGRN. Maintenant, vous me dites, quel résultat? Mais nos grands projets et tout ça n'ont été que démonstratifs. Ils n'ont été que démonstratifs et nous disons, il ne s'agit pas de faire simplement, mais également de suivi. Au Niger, dès que l'on dit de faire, tout le monde s'apprête à dire qu'il sait faire. Et on n'évalue jamais. En réalité, l'évaluation ne se limite pas simplement à évaluer, mais également sanctionner l'évaluation. Et en définitive, et en un mot, que faudrait-il faire alors pour repenser notre politique de reboisement en dehors de ce que vous Je pense qu'au niveau de l'environnement, nous avons des cadres compétents. Surtout que ce service est doté d'abord de cadres très jeunes. Et l'État vient de lui consacrer il y a un an et demi, un statut à la hauteur. Nos seuls problèmes dans ce pays, c'est que la décentralisation doit être effective. Quand on dit qu'on donne 57 milliards ou 60 milliards au secteur rural, il faut bien le lui octroyer et avoir la confiance de laisser aux uns et aux autres de faire ce travail. Alors, sur le plan national, des efforts considérables ont été accomplis en matière de reboisement. On l'a dit tout à l'heure, même s'il reste des choses à faire encore. Alors, bilan des réalisations en matière de reboisement au plan national. Donc, avec Lamine Ataou, il est directeur national de l'environnement. Je pense que de façon récurrente, souvent ça revient que ça fait des années, on fait des actions, ce n'est pas suffisant, qu'on ne voit rien. C'est vrai, les deux éléments sont justes. Mais dire qu'on ne fait rien, peut-être qu'on ne fait pas suffisamment. Moi, je préfère raisonner de cette façon. Parce que pour vous donner un ordre de grandeur, au Niger, chaque année, selon les évaluations que nous avons faites, nous perdons à peu près 100 000 hectares de forêts et de terres forestières. Soit du fait de l'agriculture, du fait de l'exploitation pour le bois de feu et autres là. Et notre effort de reboisement, c'est notre capacité à restituer. C'est-à-dire que ce que nous plantons chaque année, c'est autour de 25 000 hectares. Donc, quand vous prenez déjà sur une année, vous avez une différence de 75 000 hectares. C'est-à-dire que vous avez perdu 100 000 hectares, vous avez gagné 25 000 hectares. Vous avez encore 75 000 hectares que vous n'avez pas compensé. Quand vous prenez dans le temps, il y a l'effet de cumul. Chaque année, ce sont ces 75 000 qui se rajoutent. Donc, c'est ce qui fait qu'on a l'impression que l'effort qui est fait est insuffisant. Moi, je préfère dire ça comme ça. Et quand vous regardez également au niveau des ressources qui sont mobilisées, c'est vrai, pour le Niger, un pays pauvre, quand on parle de milliards, c'est vrai, on voit beaucoup d'argent. Mais quand nous devrons par exemple faire les 100 000 hectares que nous perdons, si nous devrons faire en termes de reboisement 100 000 hectares, nous allons peut-être consacrer l'intégralité de notre budget national. C'est pour vous donner un ordre de grandeur également. Donc c'est pour dire que c'est une question de ressources financières nécessaires à être mobilisées pour pouvoir faire ces actions. Et c'est des actions qu'il faut faire sur des grandes envergures. Parce que nous avons l'exemple de Keita qui est là. Quand vous avez une action concentrée sur une longue période, avec des grands moyens, vous arrivez à inverser la tendance. Mais si c'est des actions ponctuelles, de petites quantités, effectivement,
Vous avez d'abord des taux d'échec qui sont assez élevés. Aujourd'hui, le taux d'échec chez nous, de reboisement, est autour de 60%. Du fait que quand on plante, généralement, il faut mettre un gardien, il faut faire la protection. Souvent, les clôtures, aujourd'hui, malheureusement, avec l'avènement de l'aide démocratique, vous mettez la clôture, demain, elle est enlevée. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont là, qui concourent à cet affaiblissement du taux de réussite. Mais ce n'est pas les efforts qui sont faits. Comme vous prenez, jusqu'à il y a 3 ans, nous avons atteint un stade où nous avons jusqu'à 30 millions d'arbres que nous avons produits, qu'on a plantés. Mais quand vous revenez effectivement du fait de la faiblesse de la protection, vous trouvez que, et également souvent des aléas climatiques, parce qu'il peut ne pas pleuvoir d'une année sur l'autre. Bon, mais ça, c'est des facteurs de toutes les façons qu'on doit prendre en compte. Mais l'élément le plus important, encore une fois, c'est les ressources nécessaires pour faire des actions de grande concentration. Parce que nous avons vu dans d'autres pays qui ont fait des actions, ça a réussi. Et je vous dis, Keita est là pour nous prouver que lorsque nous allons mettre les moyens nécessaires en densifiant ces ressources, on peut inverser la tendance. Donc il ne s'agit pas de dire que les efforts sont... Non. Et une récente étude qui a été faite par le CILS a montré que parmi les pays du CILS, le Niger est le pays qui a fait le plus gros effort de reboisement. Voilà un autre contraste. Donc, nous sommes dans l'ambiance du milieu, c'est normal que nous avons l'impression que nous ne faisons rien. Mais moi, je voulais rassurer les Nigériens, nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous ne faisons pas peut-être suffisamment d'efforts pour inverser la tendance. Parce que dans tous les pays du Sahel, le Niger, c'est le pays qui est le plus agressé par la désertification. 3/4 de notre pays est désertique. Donc, et nous avons le pays le plus grand, peut-être en dehors du Mali. Donc, quand le Burkina fait 10 000 hectares, nous, on fait 10 000 hectares, c'est rien. Ce n'est pas perceptible par rapport au Burkina. Mais sinon, je pense que le Niger fait de gros efforts. Et sur d'autres lieux, le Niger a été reconnu pour ses efforts qu'il fait. Oui, pouvez-vous nous donner l'apport un peu réel du programme spécial de restauration des terres dans cette politique de lutte contre la désertification? Bon, pour ce qui concerne le programme spécial, le programme de restauration de l'environnement qui a démarré il y a 4 années, à partir de cette année, il a été généralisé sur l'ensemble du pays. Et cette année, nous avions un objectif de 7 000 hectares à réaliser. Et ces 7 000 hectares aujourd'hui ont été réalisés. C'est-à-dire que nous avons ouvert des banquettes, des ouvrages anti-érosifs pour bloquer l'eau dans les zones les plus pentues, de manière à limiter le transport du sable vers les cours d'eau. Cet objectif a été atteint. Nous avons réalisé les 7 000 hectares. C'est à peu près 1,1 milliard qui ont été mobilisés par le programme spécial, par le président de la République, qui ont permis ce travail-là. Ce travail a permis de créer également 27 682 emplois au niveau des jeunes, que ce soit pour l'encadrement ou pour le travail, lui-même les jeunes ruraux qui ont travaillé. Donc c'est des revenus qui ont été distribués au niveau de ces populations-là. Tous ces sites, l'ensemble de ces 7 000 hectares, actuellement nous sommes en train de les planter avec préférentiellement du gommier, avec l'objectif de dire que nous allons recréer le milieu, mais avec des aspects qui peuvent apporter à long terme des revenus à ces populations également. Voilà un peu de façon liminaire par rapport à ce qui concerne les apports du programme spécial. Pour cette année, en tout cas, nous avons eu à utiliser 1,1 milliard et nous avons eu à employer 27 682 jeunes pour ce travail-là, sur l'ensemble du pays. Voilà, Ablé Bankoula, nous venons de suivre le directeur national de l'environnement. Pour conclure cette émission, quel avenir en définitive pour notre politique de reboisement? Il faut obligatoirement commencer d'abord à éviter de continuer à déboiser. Le premier acte, c'est de ne pas déboiser. Ce sont ces déboisements qui sont à l'origine de l'ensablement du fleuve. Ce sont ces déboisements qui sont à l'origine de l'aggravation de l'ensemble des problèmes de restauration des sols. Aujourd'hui, il est tellement facile de couper 1 hectare que de planter 1/10 d'hectare. Parce qu'il faut encore, au niveau de la recherche, retrouver des plantes qui répondent à 450 mm d'eau. Et qui, en matière de morphogenèse, peuvent permettre une levée rapide de l'arbre. Nous en sommes encore loin. Et c'est pour ça que je dis, il y a eu beaucoup de projets, nous avons accumulé beaucoup de connaissances. Les différents moyens existants doivent être à travers la SRP, la SDR, parce que je répète encore, la SRP et la SDR. Pourquoi? Parce que beaucoup de Nigériens compétents ont planché à travers ces documents qui ont été popularisés,
Ces documents qui font la genèse de l'ensemble de nos connaissances dans ce domaine. On ne peut pas, en 1 minute ou en 10 minutes, les citer, mais je pense que tout y est. Il ne reste plus qu'à faire confiance aux Nigériens, à dépolitiser nos cadres de l'administration. J'ai confiance en ces gens et je suis certain. Le seul problème consiste tout simplement à décentraliser au niveau des ministères, décentraliser au niveau des régions, faire confiance aux cadres et mettre l'argent là où il le faut, avec qui peut faire le travail. Et je pense qu'avec cela, le Niger progressera. Alors Mahmoud Djibo, sur l'autre volet de notre émission, à savoir la signification et la portée de la fête de l'indépendance, quel commentaire faites-vous pour conclure à votre tour? Le commentaire que je peux faire, tout simplement qu'il faut rendre à la jeunesse son histoire. Et il faut faire en sorte que les jeunes Nigériens connaissent les événements de portée nationale, qu'ils les intègrent à leur vie dans une perspective de formation civique et citoyenne. Je pense que l'autorité politique a de ce point de vue une grande responsabilité, en ce sens que il faut prendre les dispositions et mettre les moyens pour dire ce qui est en vue d'une éducation à la citoyenneté. Même si il faut maintenir la fête de l'arbre, il faut la maintenir, il faut même la renforcer. Quand tous ces techniciens des arbres parlent, on a fait telle quantité on a reboisé telle quantité d'hectares, etc. Mais il faut arroser. Ça ne sert à rien de planter des arbres et de ne pas les arroser, d'attendre tout simplement que le ciel les arrose. Mais il faut continuer quand le ciel va s'arrêter. Et, de mon point de vue, la formation civique, la formation citoyenne apprendra également aux citoyens à respecter l'arbre. La formation civique que je souhaite apprendra aux citoyens à respecter son drapeau, à respecter son hymne, à respecter son armée, ses institutions. Quand vous regardez à la télé souvent, pour les matchs de football, ou même pour des cérémonies officielles, les gens ont la main au cœur et chantent l'hymne en même temps que la fanfare. Un témoin l'a dit aujourd'hui, parmi les cadres supérieurs, ils sont combien qui peuvent chanter notre hymne? Mais ce n'est pas qu'ils peuvent chanter, mais qui peuvent comprendre la signification des paroles de notre hymne. Et je pense que c'est catastrophique. On ne peut pas tout simplement se prévaloir d'un passeport ou d'une pièce d'identité pour prétendre qu'on est un national. Il faut, en plus d'être national, être véritablement patriote. Je vous remercie. Voilà, en tout cas, merci Ablaye Bankoula, merci Mahmoud Djibo. Et pour compléter votre présentation faite au tout début de cette émission, je rappelle pour la petite histoire que vous avez été tous deux ministres, l'un de l'agriculture, l'autre de l'enseignement supérieur. En tout cas, merci d'être venus ici débattre du thème de la portée et de la signification de la fête de l'indépendance, un thème majeur surtout pour la jeune génération. Encore une fois, merci. Merci également à vous qui nous suivez et à très bientôt. Au revoir.
General Chani. Debu Nijar, ina ‘yan Nijar, ƙasa ta Nijar, Nijar. Bari nasa Allah ne cikin lamurana, shi ne ke min kyauta ya haska nufina, albarkar annabi za ya ceto raina, ya amina bawa da kusa asali na Nijar, dangi da iyaye duk suna can Nijar. Mai zuma ke kalla shi mai maɗi ya zan komawa, gaba da ‘yan Nijar mu ɗaukakar mu ba ta dishewa. Kai na ‘yan Nijar, ku yi tafi ‘yan Nijar, ku harraka ‘yan Nijar kun san kiɗan ku bai yankewa. Dare in yayi dare za a sai da fatar kura, ina mata ‘yan Nijar na ce ina samarin Nijar. Ku dai an san mu da neman na kan mu ba sata ba, aiki tukuru. Nijeriya zani na je na gaida masoya, ‘ya'yan kirki dangin mu ‘yan Nijar, ko da arziki Najeriya jigo ce, Najeriya Nijar kun ga ai dangi ne, wanda za ya raba ƙarshen sa ai kunya ce, sai mu bar zagin juna mu bar sa'insa, mu rike juna da amana kar mu yi wasa. Saudiya zani akwai masoya